Salut à tous. En termes d'information, s'il y a bien un sujet qui prête à controverse et parfois même à la moquerie, c'est bien celui des ovnis ou de la vie extraterrestre. Malgré tout, contre vents et marées, des scientifiques n'ont rien voulu entendre et ont continué à nous informer sur ce dossier de l'ufologie. Parmi eux, Jean-Pierre Petit, que je reçois dans un instant. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Bob. Ravi de vous accueillir. Contact Cosmique. Il y a une phrase qui m'interpelle le plus. Dans ce bouquin, elle est sur la couverture. Absolument. Et c'est peut-être celle qui va nous définir dans cet entretien. Jusqu'où peut-on penser trop loin? Oui. C'est votre cheval de bataille depuis 40 ans. Absolument. C'est absolument incroyable. Parce que effectivement, au-delà, et c'est dans tous les domaines, que ce soit même la cuisine, je dirais même que si vous avez un chef de cuisine complètement révolutionnaire, on va lui dire mais tu es fou, tu peux pas aller jusque-là. Et comment ça se fait, Jean-Pierre? Vous n'êtes pas fatigué de penser trop loin, justement? Je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir le coup pendant plus de 40 ans, quoi. C'est vrai que ça reste un mystère. Vous savez, en ce moment, une chose qui me permet beaucoup de tenir le coup, d'abord, c'est que j'ai une épouse charmante qui me soutient beaucoup. Hein. J'ai un chat absolument adorable et surtout, je fais du planeur. D'accord. Donc j'ai fait 18 vols cet été, formidable. Quand je vole, ça me permet d'évacuer pas mal de choses. Comment vous considérez Jean-Pierre Petit aujourd'hui dans le monde de la science? Comment je suis considéré? Non, comment vous considérez? Un avant-gardiste, un théoricien d'avant-garde, un type qui a une éthique. Pour moi, si j'avais été commissaire de police et si je trouve un cadavre sur le siège d'une voiture et si on me dit non, il faut pas enquêter ça parce que on n'enquête pas sur ces trucs-là, j'aurais été plus loin, quoi. On pouvait pas m'arrêter, quoi. Hein, j'aurais été flic. Si on m'avait dit cette histoire-là, c'est une affaire d'État, je serais allé outre. Et pour moi, la science, il n'y a pas de barrière. Sinon, c'est pas la science. C'est tout. Est-ce que vous diriez que ce dossier OVNI, il a gâché, entre guillemets, votre carrière? Si on veut, oui, disons que ça m'a valu pas mal de coups, j'ai beaucoup de cicatrices, mais je m'en suis quand même sorti. Mais il y a des gens qui s'en sortent pas. Ouais. C'est dramatique parce que la science est dogmatique, finalement c'est une religion aujourd'hui. Ah, c'est effrayant, c'est effrayant. Moi je dirais, c'est terrible, au mieux ils sont lâches. Ah oui, d'accord. Ça va jusque-là. Oui, ça va jusque-là, parce que, par exemple, je sais pas, mais vis-à-vis des grands bonshommes de la science, moi j'ai connu un type comme Lichnerowitz. Je vais vous donner une anecdote de ce côté-là. Donc, en 76, je commence à avoir les premières idées sur la MHD, sur la propulsion MHD et tout ça. J'envoie une note en compte-rendu de l'Académie des sciences à un type qui s'appelle Paul Germain, qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Et puis, non seulement il passe pas la note, mais il en parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, un type a dit, je suis allé à dîner, Germain m'avait disait, on sait maintenant comment marchent les soucoupes volantes. Il commence à en parler. Moi, je raconte ça à Lichnerowitz, qui m'a dit, envoyez-moi une note, moi je la passe. Et il a passé ça. Ouais. Parce que lui, il savait ce que c'était que la MHD. Mais c'est scandaleux, un truc pareil. Ouais. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas la sensation que dans 10, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, hein, on dira, mais finalement, Jean-Pierre Petit, il avait raison? J'ai la sensation que ça va se passer comme ça. Mais je dirais que je m'en fous, parce qu'il y a des enjeux tellement plus importants maintenant. Actuellement, moi je trouve que les humains, ils doivent prendre conscience d'une chose, c'est qu'ils sont pas seuls dans l'univers. Tout ce qui se passe actuellement au point de vue politique, au point de vue social actuellement, c'est fait en fonction de nos critères, de nos idéologies, de nos religions, comme si on était seuls dans l'univers, c'est tout. Et vous avez des scientifiques qui sont là en train de dire, ah oui, que la vie existe sur une autre planète, je veux bien, mais au niveau bactérien, quoi. Et de toute façon, ils sont tellement loin qu'ils peuvent pas venir nous voir. Et tout ça. C'est extraordinaire. Un truc pareil. Et pourquoi continue-t-il à dire ça? Parce qu'ils ont la cosmotrouille. J'ai inventé ce mot-là, c'est tout à fait vrai. Ils ont la pétoche. Ouais. C'est effrayant. Peur de perdre des subventions, des budgets, leur boulot? Peur de tout, peur de tout. Il y avait un type qui s'appelait l'Allemand il y a 40 ans, qui était astronome à Nice. Un jour, on lui avait dit, mais si vous voyez une soucoupe volante par la fenêtre, vous feriez quoi? Je me tournerais et je regarderais le mur. Ah ouais. Voilà. Voilà. Je me rappelle un jour, j'ai travaillé pendant des années avec un type qui avait fait le Normal Sup, qui était un petit génie en maths et tout, et tout d'un coup, un jour, il a vu une soucoupe volante, mais c'était l'affreux. Il était avec sa mère et un autre témoin, ils étaient 3. Ça l'a traumatisé, quoi. Je veux dire, il a pris la fuite. Oui, parce qu'en fait, comme ils ne le comprennent pas et qu'ils n'ont pas la possibilité d'envisager l'inexplicable, finalement, ils en ont peur. Mais je crois qu'il faut avoir une âme de s'aventurier dans un truc comme ça. S'aventurier. Moi, vous savez bien que même dans ma vie, j'ai été guide de safari au Kenya, j'ai vécu des tas de trucs, quoi. Ouais. J'ai fait tous les sports possibles, imaginables. Moi, pour moi, c'était une aventure. Or, qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? Souvent, c'est un petit moine froussard. C'est un petit fonctionnaire. Ils ont peur de leur ombre.
Alors, il y a cette donc phrase, hein, jusqu'où peut-on penser trop loin, mais alors on le voit sur la science, mais est-ce que la science, elle est pilotée, elle est drivée par un système politique, parce que on pourrait très bien avoir les militaires qui, eux, ne s'interdisent rien. Eux, ils sont toujours à la pointe de quelque chose, ils recherchent, et c'est souvent en armement. On voit que si ces entités viennent nous voir, elles ont des capacités et des possibilités extraordinaires. Vous auriez pu trouver au sein de l'armée et des militaires, finalement, une écoute attentive, et l'armée aussi est verrouillée. Déjà, l'armée française, c'était pas génial. Moi, j'ai eu une écoute de ce côté-là, c'est-à-dire des gens qui cherchaient à récupérer tout ce que je faisais pour faire des armements. Puis, vous avez vu, c'était raconté déjà dans le premier ouvrage, il y avait un effet Harpo. Ouais. Vous savez, il y a les Marx Brothers, ouais. Et puis Harpo, c'est le type qui tient une maison, et il y a un flic qui arrive en disant circuler, et comme il est muet, il fait signe qu'il tient la maison, on dit circuler, la maison s'effondre. Ouais. Bon, ben, il y a 3 ou 4 maisons qui se sont effondrées. Ouais. À chaque fois, je disais, vous savez, vous allez me virer, ça va se casser la gueule. Et ça s'est cassé la gueule. Je me rappelle une fois, j'ai déjeuné quand je quittais, j'étais dans un labo, je déjeunais avec le type qui donnait les contrats, quoi. Puis à un moment, je lui dis, vous allez assister à une baisse sensible du niveau scientifique. Il dit, pourquoi? Parce que je m'en vais. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est ça, ouais. Alors je suis parti, plein de choses se sont cassées la gueule, c'est tout. Mais parce qu'en France, je dirais très simplement, on est con. Comme je l'ai dit déjà dans une interview, la gestion de la recherche, c'est à se poignarder le cul avec des saucisses. Carrément. Quand nous, on n'est pas scientifique, de l'extérieur, on se dit, mais des scientifiques sont des curieux, sont des chercheurs, et finalement, ils cherchent pas grand-chose, quoi. Oh bah, du côté de la cosmologie, de l'astrophysique et tout ça, ce sont des parleurs, quoi. Vous avez plein. Vous savez, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que dans ce domaine de l'astrophysique et de la cosmologie, vous pouvez chercher un nom français dans l'histoire des sciences, il y en a pas. C'est allemand, c'est anglais, c'est américain, des choses comme ça. Mais pas de français. Donc, quand vous regardez dans les décennies précédentes, c'était qui, Monsieur Cosmologie? C'était un type qui avait compris les théories d'Einstein, qui avait écrit un bouquin. Ils ont tous écrit des livres, et ils parlent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, par exemple, récemment, il y a un type qui figurait dans une émission avec un rat sur l'épaule, là. À un moment, l'intervieweur lui a dit, c'est quoi votre modèle? Il s'est mis à faire des bulles. Il n'a rien à dire. Il faut être offensif. Moi, je dirais, j'ai trouvé des choses, je veux défendre les travaux que j'ai faits. Et vous avez trouvé quoi? Alors, vous avez trouvé des choses, en plus, avec l'aide d'entités assez particulières, qu'on vous a reproché, hein, d'ailleurs. Hein. Alors ça, j'aggrave mon cas. Quand vous dites que vous avez été en contact avec le peuple Humo, hein, la civilisation Humo, ça aide pas. Mais pourtant, c'est votre réalité, votre vérité. Bon sang, il y a un moment où il faut dire la vérité, quoi, c'est tout. Hein, la vérité, c'est la seule chose qui libère. Je peux pas mentir, ça sert à rien. Parce que tout ce qu'on vous a dit, tout ce que ces êtres, ces entités vous ont dit, c'est révélé exact. Ça a piloté vos travaux. Bah, disons, en 75, mon ami Vuitton, astronome, me dit, tu sais, j'ai quelques bonnes feuilles que Poe a récupérées d'Espagne, etc. Bon, moi, je vois ça. En plus, c'était signé par les extraterrestres. Je dis, on va bien se marrer. Et puis, 45 ans après, je suis encore dedans, quoi. Parce que c'est le piège, quoi. C'est passionnant comme histoire. Puis moi, je trouvais ça merveilleux, quoi. Aller en Espagne, aller récupérer un peu tout ça. Est-ce que c'est justement ça qu'on n'a pas compris peut-être chez vous? C'est ce côté curiosité, amusement, merveilleux. On n'a pas le droit d'être un peu, comment dire, un peu cool, quoi, quand on est scientifique. On n'a pas le droit, parce que là, il y a un côté aventurier. C'est-à-dire, on vous dit, il y a des documents, alors en Espagne, c'est signé par les extraterrestres. Il y a un truc hyper bandant sur le... et on vous l'a reproché, quoi, en fait, c'est ça? Oui. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Non, on n'a pas le droit. Je me rappelle Pela, qui est mort maintenant, qui faisait fonction de directeur de recherche. À un moment, il m'a dit, tu t'occupes de ce qui est en bas, tu t'occupes pas de ce qui est en haut, quoi. C'était carrément dit comme ça. Je vais vous donner une anecdote. Il y a une vingtaine d'années, le directeur de l'Institut d'astrophysique s'appelait Aumont. Alors à un moment, je me suis adressé à lui pour demander à faire un séminaire sur la dynamique galactique, puisque j'avais fait des travaux là-dessus. Alors il me dit, c'est pas possible, parce que vous avez écrit un livre sur les ovnis. Je dis, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler. Ah oui, mais pour nous... Alors, du coup, Surio l'appelle au téléphone et lui dit, écoutez, vous cherchez des idées, petit en a, écoutez-le. Et Aumont dit, oui, mais alors je veux une lettre pour être couvert. Ah oui, c'est ça. Il a fallu que Surio lui envoie une lettre pour qu'il dise, ah, j'ai invité petit, mais c'est parce que Surio m'a obligé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ils sont lâches, qu'ils en peuvent plus, c'est pas possible. C'est partout pareil. Partout. Même en Europe, même ailleurs, même aux États-Unis, oui, pareil. Ah oui, c'est pareil. C'est pareil. Par exemple, j'ai participé au mois de septembre à un workshop, c'est-à-dire un truc communication. Bon, alors
aller aux États-Unis, c'est quand même loin, ça coûte cher. Bien sûr. Donc il y a une solution, c'est que ma communication, je l'ai faite en vidéo. Bien sûr. À ce moment-là, vidéo de 100 mégas, les gars, ils ont téléchargé ça. Bon, ben maintenant, on va écouter Jean-Pierre Petit, blablabla. Puis alors après, on peut répondre aux questions comme ça. Eh bien, les gens qui organisaient ce workshop, ils avaient invité un soir le responsable du MUFON États-Unis qui a fait une conférence. Mais après, le message, ça a été, vous recommencez ce truc-là, on vient plus. Ah ouais. Aux États-Unis, oui, oui. De la part du MUFON. C'est le MUFON qui a dit ça. Non, ils avaient réussi à attirer la NASA et le département de la Défense. Ah oui, d'accord. Et c'est le département de la Défense et la NASA Ouais. qui ont dit, si vous refaites un coup comme ça, on viendra plus. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà. Donc là aussi, il y a une bien-pensance, il faut pas Même aux déroger la règle, quoi. États-Unis, même aux D'accord, États-Unis. d'accord. Aux États-Unis, on fait semblant d'être ouvert. Vous savez, tous ces trucs comme regardez Disclosure avec Greer. Greer, Stéphane Et puis Greer. après, le truc actuel, c'est pareil, c'est pipeau. Est-ce que c'est pas finalement la problématique de ce dossier UFO, OVNI, UMO, c'est il y a la peur de l'étranger, parce que déjà on a peur de son voisin, donc il y a le côté un peu qui sont-ils, où vont-ils et que veulent-ils nous faire. Stephen Hawking disait vaut mieux pas qu'ils viennent nous voir, parce que s'ils viennent nous voir, on risque d'être mal. Ils ont plus de force que nous et plus de possibilités que nous. Donc quel sentiment vous avez là-dessus? Mais que toute cette histoire depuis 40 ans, ça me ramène à chaque fois au problème terrestre. Mais on n'est pas possible, quoi. Les terriens, mais quand on voit tout ce qui se fait, on a tous les moyens techniques, scientifiques de faire que cette planète soit un Éden. Et on fait tout pour foutre la merde. On continue nos vieilles idéologies, nos vieilles religions. C'est effrayant, quoi. Arrêtons. Regardez, par exemple, le nucléaire. Vous voyez bien une chose, c'est que qu'est-ce qui se passe après la 39-45? Tout d'un coup, le phénomène ovni se généralise, justement, après l'explosion de la bombe. Ouais, parce que, un vrai rapport. prenez la guerre de 39-45, je sais pas combien il y a eu de dizaines de millions de morts, mais 30 ans après, c'était fini. Vous allez à Berlin, vous dites, cette ville a été détruite, ah oui, il n'y a plus rien debout, mais je comprends pas, je vois rien. Mais quand vous aurez une guerre nucléaire, ce sera des trucs qui dureront 25 000 ans. On aura pourri la planète bien, quoi. Bien sûr. Alors, qui sont-ils, ces êtres venus d'ailleurs, Jean-Pierre Petit, pour vous? Parce qu'on n'a pas eu l'explication finalement. Que vous êtes en contact avec eux depuis 40 ans, vous avez reçu des informations. Est-ce que vous avez essayé d'en savoir plus sur eux? Mais je crois que C'est nous, plus loin, c'est quoi? Mais moi, ce qui c'est une m'intéresse, partie de nous, c'est... non, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que ça nous fait prendre conscience de ce que nous sommes nous-mêmes, de ce que nous sommes en train de vivre. Franchement, nos amis, les humides avec les gens, franchement, les problèmes terriens, quoi. C'est ça qui est important. Qu'ils aient 3 doigts de pied ou 7, je m'en fous éperdument. Comment vous les receviez, ces informations, depuis 40 ans? De différentes manières. C'est anecdotique, tout ça. Bon, il y a eu des courriers, des coups de fil. Des coups de fil anonymes, je me souviens. Oui, bien sûr. Sans rien, sans personne au bout. Bah, il va pas se présenter, c'est tout, mais ce sont des informations scientifiques laconiques, c'est tout. Et comment vous preniez ça? Parce que il y a Jean-Pierre Petit, puis au fur et à mesure, vous dites, mais c'est absolument incroyable, je viens de recevoir une information scientifique de quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne sais même pas la provenance, et elle me semble, quand je fais mes calculs, ça me semble plutôt pas mal. Mais moi, c'est absolument dingue, quand même. D'abord, il y a une première chose qu'il faut absolument avoir, c'est le sens de l'humour, un truc comme ça. Écoutez, je sais pas si j'ai raconté cette blague, mais à un moment, parce que quand vous parlez de la façon dont des trucs arrivent, c'est sûr qu'il peut y avoir des faux, des parasites. À un moment, il y avait une espèce de circuit, on recevait des messages sous forme codée. Et alors, à ce moment-là, il y avait un programme de décodage. Il fallait rentrer les digits qui se trouvaient dans la ligne objet. Et puis, on obtenait un nouveau message. Alors, je ne sais pas quelle ethnie s'amusait avec nous, mais c'était vraiment aller voir dans la boîte là-bas, vous trouverez la suite, vous savez, comme les jeux de piste. Alors moi, au bout de 6 mois, j'en ai eu marre, et puis un jour, je reçois un message comme ça, et je réponds, et ta sœur? Et à ce moment-là, j'ai le message suivant, nous sommes très surpris, car à notre connaissance, aucune de nos sœurs n'est en contact avec vous. Ouais, mais vous savez, je vous ai dit, Humo, c'est un tiers Spielberg, un tiers Einstein et un tiers Marx Brothers. Et le côté Marx Brothers, c'est délicieux. Oui, c'est ça. Voilà, moi j'aime bien rigoler, je sais pas, il y a une certaine jubilation dans la démarche, quoi. Enfin, est-ce que on n'est pas avec ce problème OVNI, UFO, vie exogène, etc. Est-ce que l'homme est ainsi fait qu'il ne peut pas envisager une vie extraterrestre parce qu'en fait il ne la regarde que par ses connaissances, quoi. Avec ses a priori. C'est ça.
Mais vous savez, par exemple, à un moment, quand j'avais une vingtaine d'années, avec des copains, on cherchait un trésor, hein, et on plongeait à 57 mètres sur une épave, on rentrait dans l'épave, etc. Je me rappelle un jour, on pénétrait dans une pièce et on a trouvé des lingots rangés, quoi. D'accord. On a eu le petit coup au cœur, Ouais. c'était les briquettes de charbon qu'utilisait le cuisinier pour faire la bouffe. D'accord. Mais on a eu le petit coup au cœur, Ouais, quoi. on va se dire, ça y est, on l'a trouvé. Mais voilà, il faut chercher des trésors. La recherche, c'est chercher des trésors, quoi. C'est pas faire du copinage avec les copains, on s'emmerde. Alors moi, j'ai 81 ans, je me sens plus jeune que la plupart des autres, quoi. Le problème de ces extraterrestres, effectivement, et de cette pensée, jusqu'où peut-on penser trop loin, c'est que ça fait un bric-à-brac, on fait un amalgame de tout, et que même l'un des physiciens les plus brillants peut être estampillé fou allié, quoi. C'est ça le problème. Bah, vous savez, il y a un truc très marrant, ne serait-ce que pour la suppression d'onde de choc, dans mon dossier CNRS et paye comme ça, qui se trouve aux archives, un jour j'ai eu l'occasion de consulter ça, et il y avait la réponse à une question qui était posée par le CNRS, c'était un Américain qui répondait, et il répondait I can testify this man is in normal mental condition. C'est-à-dire qu'on lui avait posé la question en disant, chez nous, on a un gars, il veut supprimer les ondes de choc, est-ce qu'il a pas un grain? Ouais. Et le type répondait, non, il m'a l'air normal. Vous voyez, au CNRS, on veut supprimer les ondes de choc sur une machine volante, il doit être pas bien, quoi. Ouais. C'est dingue. Ouais. C'est fou. Je me rappelle ce que m'avait dit le responsable de mon département. En résumé, vous êtes un chercheur non standard. Ouais. Mais c'est quoi un chercheur standard? Ouais. Faut pas être standard, sinon on n'est pas chercheur. Ouais. C'est idiot. Vous avez eu des collègues, des gens que vous connaissez, qui étaient des scientifiques, qui, en off, vous disaient je suis d'accord avec toi, continue. Bah, d'abord, Ou il y a alors une ils chose. n'osaient même pas s'aventurer là-dessus. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que depuis ce matin, on a une réponse que j'attendais depuis 2 mois. Janus, c'est un modèle cosmologique, mais il a son versant en mécanique quantique. En mécanique quantique, ça veut dire il y a des états d'énergie négative. La mécanique quantique, c'est l'étude des états d'énergie positive. Et là, on a simplement oublié l'étude des états d'énergie négative. Et j'ai une collègue mathématicienne qui s'appelle Nathalie Deberg, qui est belge. Et on a pris contact ensemble il y a 7-8 mois. Elle s'est mise sur le boulot. On a fait un papier, c'est surtout elle qui a fait ce travail. Ça a été soumis à une revue top niveau en mécanique quantique et le papier venait d'être accepté. Ça, je vous le dis, c'est la grotte d'Ali Baba qui s'ouvre. Ah ouais? Oui, c'est vraiment... Sésame, ouvre-toi, on voit le rocher qui pivote, on voit les gemmes et les ors qui luisent dans l'obscurité. C'est fabuleux, un truc. Ça, c'est l'aventure, mon Dieu. L'aventure, papier et crayon. Ouais, hein. ouais. Et ça, on va en entendre parler, je vous garantis. Vous avez la sensation que par ça va s'ouvrir un petit peu? J'en sais rien. Mais cette femme-là, elle a eu une expérience du phénomène ovni aussi. Personnellement, quoi. Alors, comme ça, on gagne du temps, quoi. Ouais. Elle est plus en train de poser des questions. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, elle a dit bon, j'ai vu. Voilà, donc j'ai vu quelque chose. Vous parlez quand même dans ce bouquin de beaucoup de choses, et notamment des virages à angle droit à pleine vitesse, parce Voilà. que il y a quelque chose qui est quand même déroutant. On regardait la vidéo de ces 2 chasseurs du Pentagone, là, de l'armée. Enfin, la vidéo a tourné, avait été balancée par le Time Magazine, de ces pilotes qui disent oh my God, t'as vu ce qu'il fait, etc. C'est-à-dire que les pilotes eux-mêmes sont scotchés de voir ce que ces engins font. Et pourtant, on a une vidéo, on a des vidéos, parce que j'imagine que l'armée a des vidéos aussi, de plein de choses comme ça. Et on tourne la tête. Mais c'est quoi? Mais on a peur de quoi finalement? Parce que On a peur la peur d'être surclassé, déjà. C'est terrible. Rappelez-vous ce qu'on fait. Moi, je me rappelle, à une époque, c'était le GEPAN qui s'était procuré des photocopies de documents déclassifiés par le Pentagone. Et il y en avait un où il y avait des espions américains qui avaient rencontré leurs homologues russes. Alors à ce moment-là, ils avaient dîné ensemble et ils disaient mais on croyait que c'était vous et les autres croyaient. Donc les Américains ont cru que c'était les Russes et les Russes ont cru que c'était les Américains. À partir du moment où ils se sont aperçus que c'était pas ça, ouf, il y avait un soulagement, quoi. Ouais, C'est les extraterrestres, alors ça va. ouais, ça va, c'est pas nous, donc C'est pas nous, voilà. c'est je crois que c'était Clinton qui avait dit, non, c'était Reagan qui avait dit finalement les extraterrestres ce serait une bonne chose, ça nous permettrait d'être unis dans la... Aïe. Ouais.
Parce que les gens, il n'y a plus de guerre si demain les extraterrestres sont là, parce que finalement il n'y a plus d'État, on va plus se foutre sur la gueule, parce qu'on aura peur de l'ennemi. Mais surtout, nous serons tous au coude à coude contre les extraterrestres. Ouais, c'est ça. Ça peut être que ça, c'est ce qu'il disait, Reagan. Ouais, c'est ça. Ouais. À un moment donné, voilà, donc. Alors, il vous a animé ce dossier, il est toujours incroyable. La vraie question, est-ce que moi je me suis toujours beaucoup posé de questions sur ce dossier OVNI, parce que plein de gens ont eu des contacts, et c'est toujours souvent Monsieur et Madame tout le monde. Voilà. Monsieur tout le monde. Ouais, Monsieur, Madame tout le monde. Bah oui. Ils déboulent, ils vont voir le. J'ai fait un documentaire sur Maurice Mas sur Valençol. Le mec est dans son champ et il voit de petits bonhommes sortir de leur capsule, aller chercher des lavandes. Il comprend pas. Ils sont très joueurs quand même, ces extraterrestres qui viennent nous voir. Non, il y a une chose, si vous voulez, c'est qu'on a pas mal réfléchi avec Salas. Vous connaissez Salas. D'abord, il y a une chose, c'est que ce soit lui ou moi, c'est pas une histoire, c'est 5-6 histoires d'affilée. Pour moi, ça commence à l'âge de 10 ans, puis il y a un truc à 14 ans. Il y a au moins 5-6 histoires d'affilée. Donc ça vous suit, en fait, c'est ça. Ça vous suit. Alors on pourrait se dire, pourquoi des gens en particulier? Alors déjà, il y a une chose, moi je pense à un texte humide du dossier, là, où ils disent, ce qui est terrible chez l'humain, c'est qu'il y a à la fois des problèmes de soft et des problèmes de hard. Ouais. Alors, le problème de soft, c'est les idéologies, c'est tout ce qu'on vous met dans le crâne. Mais les problèmes de hard, c'est des dysfonctionnements encéphaliques. C'est-à-dire le fait qu'il y ait certains êtres humains qui n'ont aucune empathie pour qui que ce soit. Ah oui. Vous voyez, par exemple, on a arrêté au Mexique un couple de gens qui avaient tué 25 personnes pour récupérer les pièces anatomiques. Il y en avait plein dans leur frigo, ils les vendaient. Comment on peut faire ça en ayant des sentiments? Il ne faut pas en avoir. Hein, c'est tout. Il y a plein de cas comme ça, c'est tout. Et donc, si chez l'être humain, il y a cette malédiction, eh bien, à ce moment-là, la seule solution, c'est l'hybridation. Hein? Et à ce moment-là, les histoires d'abduction, moi, j'interprète ça comme une démarche d'hybridation. Je suis pas le seul d'ailleurs, hein, je suis pas le seul. Et qu'est-ce qui l'intéresse chez les mecs? C'est le sperme. Et chez les femmes, c'est les ovules, etc., etc. Et ça marche peut-être pas à tous les coups. C'est peut-être du boulot. C'est pour ça qu'il y a un nombre considérable de trucs comme ça qui sont faits. Et vous savez très bien que Salas, il y est passé, il le raconte dans son bouquin. Et je recevais ici à votre place David Jacobs. Je sais pas si vous connaissez David Jacobs aussi, qui a passé pendant 40 ans. Mais il dit des trucs qui sont absolument incroyables, David Jacobs. Et parce que il dit, il y a un programme d'hybridation. On vient prélever du sperme chez les hommes, des ovules chez les femmes, et puis on réintroduit le fœtus à l'intérieur de la femme. Ah ouais. Et pour vous, ça, c'est quelque chose que vous envisagez sans aucun problème. Tout à fait, parce que mettez-vous à la place d'être comme ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand vous voyez que le hard déconne? C'est pas la peine. Est-ce que vous imaginez une seule seconde que sur Terre, on puisse fournir un discours construit en disant il faut que vous changiez les idées que vous avez dans la tête? Donc c'est l'humain augmenté. Pour vous, en fait, ils travaillent sur l'humain augmenté, quoi. Ben moi, si vous voulez, il y a une chose, c'est que j'ai eu droit à un changement de soft, disons que je peux me considérer comme un hybride scientifique. Vous avez la sensation qu'on vous a hybridé? Ah non, pas physiquement. Non, mais je veux dire que mais parce qu'on vous a donné comme information. Ben écoutez, il y a deux types qui ont travaillé dans le monde sur ces thèmes. C'est Andrei Sakharov et moi. Il y a personne d'autre. Sakharov, il a pas fait souche. Il y a rien. Moi, je disparaîtrais du jour au lendemain. Il y a plus rien. Parce que vous savez, pour imaginer deux entités qui ont des flèches du temps en opposition, et non, tu es mort, c'est tout le bazar, personne ne penserait à ça. Et surtout, les travaux qu'on fait, comment vous dire, ça permet de réfléchir sur la science. On s'aperçoit qu'on est capable de rester 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans face à des évidences. Par exemple, ce qu'on vient de faire en mécanique quantique, c'est simplement, mais ces états d'énergie négative, on les a mis sous le tapis en 1924. Et ça fait 80 ans qu'on fait comme s'il n'y en avait pas. Oui, c'est ça. Qu'on tourne la tête, quoi, c'est ça. Mais oui, mais on voit pas. Vous savez, il y a un bouquin extraordinaire, c'était Les Somnambules d'Arthur Koestler. Vous l'avez lu? Vous vous rappelez ce qu'il racontait? Il disait les scientifiques, c'est un peu comme des somnambules, comme ça. Puis alors, ils marchent dans un couloir, et puis tout d'un coup, ils arrivent, et puis il y a un mur, ils se rendent pas compte qu'à droite, ça continue. Et là, hop, et alors on voit... Mais c'est le principe de l'autotamponneuse, quoi, c'est ça. Mais oui, mais ils disent, par exemple, un tel, il est allé jusque-là, et pourquoi il n'a pas pris à droite? Pourquoi il n'a pas pris à gauche? Pourquoi il est resté bloqué par cette histoire? Quand vous avez Dirac qui sort son équation dans les années 20-30, mais les gens prennent ça de travers en disant, mais c'est pas possible parce qu'il devrait y avoir des états d'énergie négative. Alors on bricole la solution pour qu'il n'y en ait pas. Et puis une fois que c'est fait, c'est ce que me disait Nathalie Bleberg, quand sa façon de travailler, elle m'a dit, Jean-Pierre, il y a un truc, c'est que
j'ai l'impression que les pères fondateurs de cette mécanique quantique, ils savaient ce qu'ils faisaient. Après, on a mis des couches de peinture. Alors, imaginez ce qu'elle a fait pendant des mois. C'est un peu comme si elle décapait un volet. Elle enlevait les couches. Alors, à un moment, mais ça, vous pouvez le comprendre. On s'aperçoit d'une chose, c'est que dans ces théories-là, on a une probabilité d'existence d'un état. Cette probabilité, c'est le rapport E sur M. E, c'est l'énergie, M, c'est la masse. Les gens disent, ah ben, si je change 1 en moins 1, la probabilité devient négative. Ils oublient que la M changeait en moins M. On pourrait dire, dites E égale MC2, ça vous rappelle rien? Quand je touche à E, il y a M qui change? Ouais. Non? Non? Ah, la masse qui change, alors je ne vois pas, là, je vois vraiment pas. Ben oui. Alors on passe à côté 80 ans. Dites-moi, on en revient à l'homme hybridé, l'homme augmenté. Pourquoi font-ils ça? Parce que ça veut dire quoi? Ils ont regard sur nous, ils nous observent, ils se disent, eux, là, ils ont un problème de hard, il faut qu'on travaille dessus parce qu'ils vont dans le mur. Mais bien ils sûr. ont peur parce que ça voudrait dire quoi? Qu'il y aurait un système peut-être intergalactique, universel, qui fait que si on fout le bordel ici, ça va déstabiliser tout le reste? Mais regarde, et on est des enfants terribles. C'est la planète dans sa globalité. La vie, c'est un ensemble. Il y a toute une évolution. Moi, j'ai expliqué ça dans mon premier bouquin. Je suis étonné qu'il n'y ait personne qui ait repris ce genre de choses-là. À quoi ça sert la vie? Quel est le but? Bah ouais, mais ça, c'est le toute la but, question. c'est d'augmenter son champ relationnel, de se complexifier. Et puis maintenant, c'est d'entrer en contact avec les copains, quoi, c'est tout. Alors, ils voient des gens qui sont arrivés à une technologie, on est à quelques vies humaines de savoir manipuler ces techniques. Et au lieu de ça, on va continuer à se foutre sur la gueule gaiement. Et puis en plus, c'est pas que ça, c'est qu'on va abîmer le biotope. Et le biotope, c'est plus important. Nous, on est des locataires désagréables. Non, bien sûr. Donc, peut-être même qu'il y a eu plusieurs espèces humaines qui sont successées, qui ont foutu la merde. Alors ça, c'est ce qu'on évoque très souvent sur BTLV. Pourquoi pas? On peut imaginer, et c'est l'objet du film de Patrice Pouillard, Les bâtisseurs de l'ancien monde, il y a peut-être eu des civilisations avant la nôtre, mais on l'envisage même pas, ça non plus. C'est absolument incroyable, quoi. Non, mais là, on serait capable de bien prendre le virage. On a tout ce qu'il faut. Non, on s'apprête à faire les cons, comme c'est pas possible. On va dans le mur, là. Ça, on va dans le mur. Ouais. Alors, quand vous dites, qu'est-ce que nous sommes pour eux? Je dirais, je me considère comme un gentil hamster. Vous savez, il y a un truc, c'est que Nathalie Deberg, elle a de l'humour. C'est agréable de travailler avec des gens qui ont de l'humour. Elle me dit, je me sens comme le singe face au monolithe dans 2000 ans, lycée de l'espace. Le lycée de l'espace. J'ai fait un dessin, d'ailleurs, dans mon site, on voit ça, justement. Mais c'est vrai. Et on se dit, on sait pas à quoi on a affaire, mais on a affaire à quelque chose, ouais. Vous savez ce que j'essaye de vendre actuellement en cosmologie? C'est quand même pas rien. Vous aviez l'équation d'Einstein. Maintenant, on la remplace par le système d'équation de Jean-Pierre Petit, quoi. Faut le faire, quoi. Ouais. Bon, alors après, on dirait, vous vous rendez compte, mais alors, vous êtes le nouvel Einstein. Mais je m'en fous. Il y a des gens qui en savent tellement plus que nous. Je trouve que il faut avoir ce recul en disant, mais peut-être que je suis au niveau d'un singe pour ces gens-là, quoi. Quelquefois, il doit se dire, ah, il a enfin compris. C'est vrai. Est-ce que certains disent que ils seraient peut-être nos pères fondateurs? Je me souviens du film Prométhéeus, je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Donc on peut imaginer qu'effectivement, j'ai reçu ici Mauro Biglino, je sais pas si vous connaissez, qui a traduit 17 Bibles et qui me dit, mais moi j'ai quitté le Vatican parce que ce que je lis dans la Bible, ça n'avait rien à voir avec la religion. On avait la sensation que il y a plus de 400 dans les Anciens Testaments, et il parle de 400 hybridations, c'est-à-dire que les êtres venus avec des gens qui n'ont plus de bouche, des gens qui n'ont pas de bras, des gens et des erreurs jusqu'à ce qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? C'est ça qui est important. Mais vous pensez qu'ils sont bienveillants, ils vont nous sauver? Mais parce que là, on va dans le mur quand même. Mais qui va nous empêcher d'aller dans le mur? Qui peut nous sauver? C'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Oui, mais s'il n'y a pas de prise de conscience, Jean-Pierre, le problème c'est qu'on n'y a pas cette prise de conscience. Alors, moi, la seule chose que je vois actuellement, c'est les tuyaux que j'ai reçus en octobre 2016. C'est des choses qui débouchent sur la structure de la pensée, disons la métaphysique théorique, d'expliquer aux gens que le matérialisme pur et dur, ça marche pas. Nous ne sommes pas que des réactions enzymatiques, quoi, c'est tout. On n'est pas que de la matière. Mais vous vous rendez compte qu'on a fondé tout notre système social comme ça? On est mal. On est mal. Parce que tout notre système social est basé sur le matérialisme. Ben oui, par exemple, les gens meurent après un long combat contre une grande maladie, quoi. La mort, c'est quelque chose, une maladie. On va finir par guérir. Vous avez un abruti comme Laurent Alexandre qui un jour a dit dans une séance, il y a des gens qui vont vivre jusqu'à 1000 ans. Des gens qui vont vivre jusqu'à 1000 ans. Mais ce type-là, il devrait être mis sous médicament. Franchement.
Vous voyez? Ouais. Non mais c'est fou. Et pourtant, il donne 2 heures de sainteté, lui. Hein. On le reçoit partout. Hein. Ah oui, mais comment on peut dire des trucs pareils alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim? C'est pas possible. Jean-Pierre, je propose de faire un petit break car nous travaillons avec un chaman ici, c'est Gérard Grenet. Et Gérard Grenet propose un atelier formation, ce sera le 23 novembre. Développer vos potentiels de vie par le chamanisme. Regardez. Voilà l'atelier formation de Gérard Grenet. Il se définit lui-même comme un chaman urbain et c'est le 23 novembre 2018, mesdames, messieurs, et ce sera l'occasion de développer vos potentiels de vie par le chamanisme. Et Dieu sait si nous en avons. Devenez acteur de votre vie et de votre destinée. En tout cas, je pense que vous avez tout en vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur btlv.fr. Contact cosmique, le nouvel ouvrage de Jean-Pierre Petit, coécrit avec Jean-Claude Bourret, qui se fait de plus en plus rare. Jean-Claude, il veut de moins en moins présent dans les médias. Mais moi, c'est cette question qui m'a sauté au visage. Jusqu'où peut-on penser trop loin? Parce que c'est vraiment effrayant surtout. Le dossier Humeau, on va en reparler un petit peu. C'est celui qui fascine peut-être tout le monde. On lui fait dire tout et n'importe quoi, ce dossier Humeau. Il est entre de mauvaises mains, c'est surtout ça. Ouais. Donc il va falloir sortir de là. Vous vous rendez compte qu'un type comme Denoc, là, il a commercialisé des sous-vêtements avec des images humides dessus. Il a fait enregistrer des chansons en humide. Ça suffit, des trucs comme ça. Le dossier Humeau, c'est un dossier scientifique. Et vous savez, dans l'approche scientifique, c'est terrible, c'est que c'est pas fait pour les amateurs. Hein? Alors je vois des gens qui se plaignent en disant mais pourquoi vous dialoguez pas avec nous? Nous on est prêts. Vous êtes mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce qu'on est en train d'en faire de ce truc-là? Alors vous avez dit quelque chose de très intéressant. Le dossier Humeau, c'est pas un dossier d'amateur. Est-ce que finalement ce dossier OVNI n'est pas fait pour les amateurs? Je m'explique. La 99% des ufologues n'ont rien de scientifique, sont des chercheurs, et finalement on voit qu'au début ils sont intéressés par moi je l'ai vu ici, j'ai vu beaucoup de gens, ils sont intéressés par quelque chose qu'ils ont vu, et puis à un moment donné il y a le public. J'ai rien contre le public, mais le public il en veut toujours plus. Et sans aucune vérification scientifique, on part d'un point A, on arrive à un point Z, en disant tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. Et donc ça décrédibilise le dossier OVNI, ça décrédibilise le dossier Humeau, ça décrédibilise tout, parce que finalement, Ghislaine Dugenou, qui est à Montélimar, avait dit « Ah, j'ai vu un OVNI, ça y est, je suis ufologue », et voilà quoi. Mais l'ufologie, je crois que ça n'existe pas, tout simplement. Alors moi, j'avoue que pour sortir
des épingles de ce tas de paille, c'est un boulot d'enfer, quoi. C'est vraiment des phrases qu'il faut... Vous savez, ça ressemble à un puzzle. Vous avez imaginez un puzzle avec une quantité incroyable de pièces. Vous avez 2 pièces qui ont l'air de s'assembler, et puis une 3e, et vous dites, tiens, est-ce que ce serait pas ça? Clac. C'est ça. Mais ça, c'est des milliers d'heures de travail. C'est 40 ans de boulot. Alors justement, pourquoi vous? Vous disiez tout à l'heure, souvent, et on le voit d'ailleurs hein, dans beaucoup d'histoires, soit le grand-père, soit la grand-mère, soit le père, soit le petit-enfant, 1 contact, 2 contacts, 3 contacts, c'est ce qu'ils disent en tout cas. Moi, ça commence en juillet 47, qu'est-ce que vous voulez, à Paris. Oui. Vous savez très bien, 5 rue Jean-Baptiste Dumas, Paris 17e, rez-de-chaussée droite, c'est là que j'habitais. Et là-dedans, dans ce rez-de-chaussée droite, il y a des fenêtres qui donnent sur une cour derrière. Et moi, j'étais gosse, j'avais ma chambre qui donnait sur cette cour. Et dans la cour, il y a un truc qui atterrit, et par la fenêtre ouverte, parce que c'est le mois de juillet, il y a 2 petits bonshommes qui arrivent, et qui viennent me voir, plusieurs nuits de suite. Et pourquoi vous avez demandé? J'en sais rien. Peut-être parce que j'ai pas les archaïsmes encéphaliques ou un truc comme ça. Voilà une hypothèse, mais c'est comme ça. Est-ce que rien vous prédestinait à être physicien à l'époque, à 10 ans? Non. Est-ce que vous avez la sensation qu'ils vous ont aidé à l'être? On le saura jamais. On le saura jamais. Bon, j'étais inventif, surtout incroyablement curieux de nature, surtout quoi. Puis je me suis accroché, je sais pas, mais surtout j'avais un sens de l'aventure, bon sang, mais même quand j'étais gosse, à 10 ans, j'avais piqué le parasol de ma tante pour sauter en parachute depuis le plongeoir. Vous avez dû trouver l'eau dure, hein? Tout, j'ai tout fait. J'ai tout fait. J'avais construit un bateau avec des bidons d'huile avec lesquels j'étais parti naviguer, enfin, voilà, c'est comme ça, on est comme ça, c'est tout. On est curieux, on vous rend pas curieux. C'est pour ça que quand je dis, est-ce que vous avez songé à former des jeunes? Mais il y a un truc, c'est que le fait d'être créatif en sciences, on a ça dans les gènes. Hein, ça, on peut pas enseigner aux gens de créer, c'est pas possible. Quand vous faites des interviews ailleurs que sur BTLV, dans des sites entre guillemets un peu plus mainstream ou un peu plus classiques, je vous ai vu dans Thinkerview, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, d'abord, j'aimerais qu'on me laisse parler dans un truc. Vous avez vu que c'est assez difficile. Mais vous savez, le gars de Thinkerview, il a eu des pressions. Il a un peu peur. Non, mais il a eu des pressions pas possibles. Hein, donc, à ce moment-là, il s'est senti obligé de masticoter. C'est ce qu'il m'a dit après. J'étais obligé pour ne pas donner l'impression que je fais la courte échelle à Jean-Pierre Petit. Parce que c'est terrible, vous savez, me serrer la main en public, ça coûte une carrière. Oui, c'est ça. Ouais. Sans blague, sans blague. La mienne, elle est derrière déjà. C'est pour ça que je vous reçois et je vous serre bien la main. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est fou hein, quand même. Hein, c'est fou la pétoche. Ouais, la pétoche, exactement. Regardez par exemple, alors il y a une chose. Il y a un internaute qui a fait une pétition pour que je puisse présenter mes travaux à l'Institut des hautes études de Bure-sur-Yvette et au séminaire de cosmologie qui est tenu par l'académicien Thibaut Damour. C'est vraiment l'endroit où je devrais présenter quelque chose comme ça. Parce que l'IHES, c'est la Mecque de la science. Bien sûr, hein. Bon, cette pétition a été lancée, il doit y avoir 2000 signatures, il y a 650 messages, hein. Mais quand vous prenez par exemple mes vidéos Janus, qui reprend un travail considérable, la dernière, Janus 25, elle a fait 45 000 vues, mais il n'y a que 2000 signatures. C'est-à-dire que vous avez 5% des gens qui signent. Pourtant, il faut aller voir, il faut juste cliquer. Alors pour ça, dites aux gens, allez pousser sur les signatures. Il faut qu'ils nous regardent, signer la pétition. Bah, vous allez sur le site Jean-Pierre Petit, vous avez nouveauté. Regardez-les, ils sont là. À nouveauté, clac, vous voyez, vous avez Janus 25 et vous avez la pétition. Allez signer sur la pétition. Alors il y a un truc aussi, c'est que il y a différents académiciens qui sont concernés. Thibaut Damour pour la cosmologie, Françoise Combe pour l'astrophysique, Pierre Fayet pour la physique théorique. Et puis qui coiffe le tout, vous avez Catherine Bréchignac qui est la secrétaire perpétuelle. Ces gens-là ne me répondent pas. Je trouve que c'est une honte vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis de l'Académie des sciences. Même c'est un manque de respect quand même. Ça déshonore leur fonction. Ça déshonore l'habit qu'ils portent. Mais est-ce que vous n'avez pas la sensation que l'histoire de la science est truffée d'histoires comme la vôtre? Oui, mais maintenant ça se sait parce qu'il y a Internet, vous pouvez le dire. C'est ça. Vous pouvez le dire, et puis il y aura toujours un média parallèle comme le vôtre qui permettra à quelqu'un de s'exprimer. Parce que j'imagine que dans les médias mainstream, ils veulent pas m'inviter parce qu'ils ont la trouille que si j'ai une chose pareille. Bien sûr. Mais moi, vous savez, ça fait partie des choses, moi qui suis quand même dans ce métier du médiatique depuis 35 ans, je trouve ça hallucinant que sur des sujets comme le vôtre, comme sur les vaccins, etc., il n'y ait pas de débat sur la place publique en disant, écoutez, on a Jean-Pierre Petit, physicien, CNRS, et puis on va prendre quelqu'un qui compte, allons-y.
Il y a plus, j'ai l'impression que ça se faisait plus dans les années 70, avec les grandes tables rondes, les grandes messes, il y avait peu. Mais ce que je trouve hallucinant, c'est que je me suis dit, quand la TNT est arrivée, je me suis dit, ça va ouvrir un champ des possibles à tous des gens qui sont pas invités dans les médias classiques. Et finalement, ils ne le sont pas. Vous ne l'êtes pas. À Thinkerview, à un moment, il interviewe Étienne Klein. Ouais, je me souviens. Ouais. Et il lui dit, est-ce que vous seriez d'accord pour être face à Jean-Pierre Petit? Et Étienne Klein dit oui. Et après, en micro, il dit jamais de la vie. Ah, c'est ça. C'est lui qui a dit que j'avais un caractère de merde. Ouais, c'est ça. Ouais. Or, quand on voit cette émission de 2 heures, si j'avais un caractère de merde, j'aurais explosé depuis longtemps. Ouais. Je suis vraiment très paisible là-dedans. Et alors justement, j'ai les nerfs solides. Dans quel état vous êtes, Jean-Pierre Petit? Vous êtes triste, en colère, frustré, aigri? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis pas aigri, mais je suis triste. Bon, déjà, je dirais que cette nouvelle de ce matin, comme quoi le papier de mécanique quantique ça c'est une nouvelle, c'est un peu d'oxygène, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est vrai que ça fait 2 ans que je démarche pour demander à parler, par exemple, à l'Académie des sciences. J'ai rencontré une fois Cédric Villani, notre... voilà. Bon, il est à l'Académie des sciences. Bon. Il vous a dit quoi, lui? Eh ben, il y a 15 jours, 3 semaines, il m'a envoyé une petite carte avec ses vœux. D'accord. Il trouve ce que je fais, c'est très bien, et tous mes vœux. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça, ouais. C'est gentil d'avoir une petite carte, voilà, et ça peut parler, quoi. Voilà, je lui ai dit, écoutez, vous êtes académicien, invitez-moi à l'Académie des sciences. Et il peut pas se défiler parce que il y a des maths dans Janus, et même il y a des maths dans ce que je fais qui sont pile dans sa spécialité. Et puis lui, les maths, il connaît. Hein. Il connaît. Hein. Alors franchement, on pourrait dire, nous avons un espoir. Cédric Villani va m'inviter à l'Académie des sciences. Voilà, c'est notre dernier espoir. Ce serait votre Graal, ça, de pouvoir aller parler à l'Académie des sciences. Mais c'est une question de principe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce truc-là, de toute façon, c'est filmé. Regardez, par exemple, Hélène Courtois, elle est allée présenter son travail. Je l'ai reçu ici. Mais oui, les gens vont parler devant ces gens-là. L'Académie des sciences, c'est un lieu public. Voilà, c'est un lieu public. Et puis l'IHES aussi, c'est public. Mais ce qui est... Moi, je trouve ça un peu honteux, c'est qu'on ne vous dise même pas pourquoi et qu'on vous réponde pas. C'est-à-dire qu'à la limite, qu'on vous dise, monsieur Petit, voilà, vous ne rentrez pas dans les clous. Au moins qu'ils aient cette décence-là, ils l'ont pas. Mais attendez, le plus extraordinaire, c'est que quand j'ai écrit à l'IHES, j'ai écrit à monsieur le directeur de l'IHES. Comme j'ai écrit en recommandé accusé de réception, je sais qu'il a reçu ce truc. Il a même pas répondu, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais pour moi, c'est le directeur de l'IHES. Simplement, comme je le disais dans une vidéo, on a l'impression que Jean-Pierre Petit vous écrit, vous ne répondez pas, c'est normal. C'est comme Aumont qui disait, vous avez fait un livre sur les ovnis, on ne vous répond pas. On est non existant. Alors, blacklisté, quoi. Alors vous savez, ce que j'ai fait le plus important en 2017, j'ai mis 1 an de travail là-dessus. J'ai fait 29 vidéos pour expliquer Janus. C'est un travail considérable. Quand je revois ça, je me dis comment j'ai pu faire un truc pareil. Bon, hein. J'ai fait 2000 dessins en particulier là-dedans. Bon. Et vous avez ces vidéos, elles sont bien construites. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, je vais les joindre avec des PDF pour les niveaux Mathsup. Alors ça, c'est un produit qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que vous avez la vidéo pour le public, et puis à côté, vous avez un petit... Vous savez, pour que ça réfléchisse. Mathsup, mais c'est... Vous allez chez monsieur Bricolex, vous dites, voilà, je veux faire du bricolage. Ah bah écoutez, il vous faut des clous, un marteau, une scie, de la colle, une perceuse. Voilà, le petit matériel. Bah en maths, il vous faut savoir ce que c'est qu'une intégrale, un logarithme, un petit machin comme ça. Et ben avec ça, Jean-Pierre Petit, vous emmenez n'importe où, quoi. Alors, j'ai fait ça, et les gens... où j'ai percuté, mais c'est typiquement l'ancien prof de physique à la retraite ou l'ingénieur qui a fait Centrale ou Polytechnique et qui écrit justement parmi les 650 messages. Moi, je ne comprends pas comment ce modèle qui m'a l'air intelligent. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand je vais avoir le temps pour m'y remettre, on fera ça aussi en mécanique quantique, on continuera à expliquer à ces gens-là. Les gens qui ont niveau Mathsup, ils peuvent tout comprendre. Un jour, ils auront compris de A à Z, ils auront tout le détail des calculs. Et les autres, eh bien, figurez-vous qu'ils ne lisent pas. Regardez, par exemple, l'interview d'Aurélien Barraud de 2 heures dans Thinkerview. Qu'est-ce que vous pensez de Jean-Pierre Petit? Il répond, Jean-Pierre Petit, mais c'est un modèle parmi 1000 autres. C'est pas vrai, il y a 12 confirmations observationnelles. Il n'a pas lu. C'est pareil, regardez, vous avez tout le temps de nouvelles vidéos, la matière sombre. Ah, écoutez, je vais vous raconter une histoire vraiment étonnante. Dans cette histoire de matière sombre, alors on se dit, ben, il y a une particule, ça pourrait être le neutralino. Alors le neutralino... Parce qu'on disait que c'était rien avant. Il y avait rien. Alors on va se mettre sous 1800 mètres de roche pour mesurer tout ça. Alors vous avez un Français qui s'est mis dans le tunnel de Fréjus. Il avait cette phrase merveilleuse en disant...
comme ça fait 22 ans qu'on cherche, on doit pas être loin. C'est pas mal. C'est énorme. Alors, à côté de ça, vous avez une Italienne qui est Elenia Aprile qui se met dans le tunnel du Grand Sasso. Là, un local impressionnant. Alors, elle essaye avec 1 kilo de xénon, rien. Avec 10 kilos de xénon, rien. Avec 100 kilos de xénon, rien. Là, c'était avec 2 tonnes, rien. Alors, on pourrait se dire peut-être que la particule n'existe pas. Les conclusions, c'est... Eh bien, cette non-observation, ça nous renseigne une chose, c'est qu'elles sont encore plus petites que ce qu'on croyait. Ah ouais. Ils vont reprendre ça avec 7 tonnes ou 10 tonnes. D'accord. Mais c'est sans fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, vous avez encore une nana que j'ai entendue qui parlait à l'Institut d'astrophysique. Alors, c'est soit la matière sombre, soit modifier la loi de Newton. Et François Combe, c'est pareil. Ouais. Mais ils n'ont pas lu ce que j'ai fait. Ouais. Mais je crois qu'il faut se dire... Ils n'ont pas lu et ils ne liront pas. Simplement, ils tournent la tête, quoi. Vous savez, mes vidéos, on a dépensé 10 000 euros pour les sous-titrer en bon anglais. Ouais. Hein, et on va continuer. Bon, vous avez des anglophones qui vous contactent? Des anglophones, oui, j'avais des bilingues. Il fallait absolument faire du bon anglais, pas du charabia. Quoi. J'ai payé des gens comme ça, avec l'argent que m'ont envoyé les internautes. Les gens m'ont envoyé du fric, ça m'a permis d'aller à 2 colloques, mais il y a aussi 10 000 euros de traduction, parce que pour sous-titrer 20 euros... mais je confirme, c'est cher. Parce que c'est cher. Et encore, c'était pas une société qui a fait ça à prix d'or. Bon, tout ça, c'est de l'amorçage, comme on dit à la pêche. Je vais toucher tous les ingénieurs, tous les étudiants de sciences, etc. Et un jour, les experts, ils seront largués, quoi. Si c'était à refaire, Jean-Pierre Petit, vous referiez tout ça, ces 40 années qui viennent de s'écouler? En toute honnêteté, avec cette tristesse que ça vous a apporté, ce combat contre des moulins à vent, etc., est-ce que vous le referiez? On peut pas refaire sa vie, c'est tout, elle est comme ça, c'est comme ça. Et je ne sais même pas dans cette stratégie comment j'aurais fait. Disons que dans les années 76, Payan m'avait dit plus vous serez discret, plus on pourra vous aider. Alors je me suis écrasé, j'ai eu tort. J'aurais dû l'ouvrir dès cette époque-là, parce que là la situation était plus mûre. Ce bonhomme-là, il est mort, mais c'est un scandale. Mais vous vous rendez compte que ce type-là, à un moment, j'avais trouvé justement dans ces textes humides des indications de biologie, comme quoi on pouvait agir sur des génomes avec des micro-ondes pulsées. Donc je pensais à un truc, est-ce qu'on pourrait pas atteindre l'ARN qui se trouve dans le sida pour essayer de traiter ça? Lui, il m'a envoyé un document qui s'appelait Évocation des cancers. C'était un document de la recherche militaire française sur les armes cancérigènes. Les armes? Les armes cancérigènes. Les armes. Mais oui. Alors je sais pas ce que c'est devenu maintenant, mais on fait n'importe quoi. Des armes cancérigènes. C'est fou, ça. C'est normal, c'est la défense. Il faut bien qu'on se défende. Voilà. Vous avez perdu des amis? Quoi? Vous avez perdu des amis au cours de votre vie, à cause du dossier Humo, le travail sur l'OVNI, etc. Non, j'ai pas perdu d'amis. Alors ce que je veux dire simplement, c'est que les gens qui nous écoutent là, ils vont se dire tiens, il y a la soucoupe humide sur la couverture, donc je vais faire Humo sur Internet et je vais arriver sur quelque chose. Alors ils vont arriver sur le site Humo Science, et ben c'est pas le bon. Allez plutôt sur mon site à moi, cherchez Humo, vous trouverez la même chose, plus des réflexions scientifiques. Parce que ce site Humo Science, il n'y a pas de science, c'est tout. Ouais, c'est que de l'humour, quoi, c'est ça. Donc, voilà. C'est comme des noclags qui prend le truc et qui en fait des chansons, quoi. Voilà. Donc, mais est-ce que c'est pas ça aussi l'eau sale sur ce dossier? C'est que tout le monde s'empare de tout. Mais on a ça avec la méditation, avec tout ce qui est, entre guillemets, para-science, etc., métapsychique, etc. C'est récupéré par des gens dont c'est pas le métier et qui veulent en faire du fric et du business. Voilà. C'est ça le drame. Moi, je ne suis pas le gourou de secours, je précise. Le gourou de secours. Non, franchement. Bon sang, je me rappelle une dame un jour dans une signature de bouquin qui me disait « Ah, continuez à nous faire rêver. » Mais je cherche pas à vous faire rêver, je cherche à vous faire réfléchir, c'est pas pareil. Réfléchissez. Mais le problème, il est là. Il est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient ça que par le merveilleux. C'est-à-dire que pour eux, c'est du merveilleux. Il n'y a pas d'alerte, comme vous le dites, sur ce que nous sommes et le mur que nous allons prendre. C'est que du merveilleux, que du merveilleux, que du merveilleux. Vous savez, prenez les scientifiques aujourd'hui. Alors, tout d'un coup, on voit Aurélien Barraud qui se manifeste pour la cause animale ou quelque chose comme ça. Mais autrement, vous en entendez souvent parler sur le nucléaire? Personne. Parce que parler contre le nucléaire, c'est mauvais pour la carrière, pour un physicien. Ah oui. Il peut pas écoutez, on peut pas se permettre de faire ça. Vous l'aviez fait sur BTLV, hein? Oui. Vous l'aviez fait. Non, mais parler sur ces choses-là. Regardez, moi je me rappelle Bounias qui est mort, mais ça a été un des premiers qui a attiré l'attention comme un malheureux sur l'influence des
des trucs, des produits chimiques sur les abeilles. Oui, il n'y en a plus. D'abeilles, presque plus. Donc voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de Disclosure Project, Steven Greer, etc. Là, ça me ramène à ce que je vous dis, le côté récupération. C'est-à-dire que Steven Greer, au départ, il y a une intention qui n'est pas trop mauvaise. Et puis à la finale, on voit ce que ça donne. Il emmène déjà dans le désert pour voir les ovnis. Fait que il y a un côté un peu mercantile et merchandising et business, quoi, là-dedans. Mais également, il peut aussi être manipulé, ce gars-là. Vous savez, aller dans le désert pour voir des ovnis. Mais maintenant, vous prenez 2 faisceaux de micro-ondes que vous croisez, vous allez créer une boule de plasma. Et cette boule de plasma, vous allez la faire se balader, et elle va prendre des virages en angle droit. Mais non, c'est une onde, c'est pas un objet. Alors à ce moment-là, Greer, il va dans le désert, il médite, et puis alors il y a les militaires qui disent, ça y est, tu peux envoyer les ondes. Le couillon, il est en train de faire son cinéma. Et à ce moment-là, il y croit. Il y a plus, moi, j'avoue que, en tant que service secret, je ferais ça. Vous savez, vous prenez 2 faisceaux d'ultrasons, vous les croisez place Saint-Marc, dans un volume de 1 mètre cube, et vous dites, Vincenzo, c'est Dieu qui te parle. Sans blague. C'est techniquement faisable. Moi, si j'avais du fric, je le ferais, rien que pour expérimentalement, pour voir un petit peu. Vous faites un bon miracle, comme ça, vous vous rendez compte? Oh là là. Quel regard vous avez sur tout ça, après ces 40 années de travaux? C'est ça, c'est l'urgence, parce que je vais avoir du lard à du cochon. Je vais avoir 82 ans. Ça veut dire que j'ai moins de 10 ans devant moi. Alors les gens vont me dire, vous savez, vous avez une forme formidable, vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Je sais pas, moi je vois les copains qui des quilles les uns après les autres. C'est à quand l'AVC, c'est quand le cancer, c'est quand ceci, cela. Est-ce que vous êtes curieux de l'après? L'après? Je dis pas, vous êtes pas pressé, mais l'après. Parce que moi j'ai la sensation quand même qu'avec tous les sujets que j'ai abordés, j'ai l'impression que de l'autre côté, on va avoir pas mal de réponses. Est-ce que vous êtes posé cette question, de me dire, tiens, finalement, après, je vais peut-être avoir des réponses à des questions? Mais moi, je sais pas, c'est l'action maintenant, je suis mobilisé. Mais ça ne veut pas dire, moi, vous savez... Est-ce que vous avez peur de la mort, tout simplement? Non, parce que pour moi, c'est un passage, il y a autre chose, quoi, c'est tout. Oui, carrément. Ah oui, moi, je le dis. Je veux dire que c'est quelque chose qui m'angoisse pas outre mesure, parce que c'est pas une fin. Maintenant, si j'ai pas réussi de mon vivant, c'est embêtant. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir un boulot à faire. Et heureusement, il y a Nathalie Deberg qui arrive. Elle est motivée, elle aussi, franchement. Mais vous imaginez pas, cette femme-là, elle s'est fait massacrer par les universitaires belges. Pourquoi? Ça se passe très simplement. Vous savez, il y a une chose dans le monde de l'université recherche, il y a beaucoup de médiocres. Et ils ont une chose, les médiocres, c'est qu'ils se reconnaissent entre médiocres et ils se disent, tu es médiocre, je suis médiocre, formons un club de médiocres et on aura le pouvoir. Ils sont plus nombreux que les bons, hein. Voilà. Vous avez remarqué, et les bons, ils sont plutôt individualistes, ils se rendent pas compte. Et alors, mais on en est même dans les médias, hein. Mais exactement. Et en politique, c'est pareil. Soyez médiocre. Alors, là, moi, je me rappelle, un jour, Mécène me disait, mais pourquoi tu as tellement d'emmerde, tu as dû tuer quelqu'un? Mais non, moi, j'ai des idées. Toi, tu en as pas, tu as pas de problème. Quand on n'a pas d'idées, mais il n'y a pas de problème. Il y a ceux qui ne font rien, qui risquent rien. Elle était hyper brillante, cette femme-là. Elle s'est fait casser complètement. Actuellement, les gens me diraient, Monsieur Petit, vraiment, ce que vous faites, il faut absolument que ça avance. Qu'est-ce qu'il faudrait? Faites en sorte que Madame Deberg puisse travailler sur la mécanique quantique à plein temps. Parce que pour le moment, elle donne des cours aux instits et aux agronomes. Elle perd son temps. On va se quitter dans quelques instants, Jean-Pierre Petit. Comment vous l'avez construit ce bouquin? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il est hyper complet. Il y a des gravures, il y a des dessins, etc. C'était important pour vous d'être didactique, d'être pédagogue sur ce dossier. C'est compliqué de faire un livre comme ça parce que il y a différents niveaux de lecture. C'est ce que m'ont dit les gens. C'est assez réussi parce que de temps en temps je fais des choses un peu faciles, de temps en temps je plonge un peu dans la technique, mais pas trop. Je vous cache pas qu'il faut parfois revenir sur quelques passages. Si bon, alors attends, je vais reprendre du début là parce qu'il faut que je comprenne. Puis il y a une chose, par exemple, vous voulez comprendre Janus, mais regardez les vidéos. Oui, c'est ça. Elles sont drôles, les vidéos. Écoutez, quand je mesure la courbure d'une dégâts frites, moi je me suis marré en faisant ça, j'étais content. Tant mieux. Et en tout cas, ne perdez pas votre sourire et votre sens de l'humour, parce qu'on voit quand même qu'il vous anime, hein, encore. Hein. Donc voilà. Bon, Contact Cosmique, voilà. On arrive bientôt aux fêtes de Noël. Alors si vous voulez l'offrir, n'hésitez pas. Si vous voulez vous l'acheter, n'hésitez pas non plus. Tout est avec ce replay, ce podcast. Vous avez le lien, vous cliquez et vous y allez. Les extraterrestres sont-ils parmi nous?
nous? Ça, c'est une vraie question. D'ailleurs, je vous ai pas posé cette question. Ils sont parmi nous, Jean-Pierre? Bien sûr. Ouais, voilà. Donc, mille merci. À très bientôt. Salut, Jean-Pierre. BTLV